Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors on a des mandats présidentiels qui se suivent avec toujours de nouvelles promesses de souveraineté. Alors maintenant, souveraineté française, ça fait un peu populo, donc on aime bien parler de souveraineté européenne. Mais bon, voilà, ces promesses sont là, les législatures, elles se ressemblent et la France semble toujours à avoir du mal avec la vraie souveraineté. Le dernier épisode en date, c'est évidemment le démantèlement d'EDF. On a eu les révélations du député Philippe Brun sur la persistance du projet Hercule, malgré les dénis gouvernementaux. Il était bien question de démanteler EDF. Et puis cette loi votée la semaine dernière en première lecture à l'Assemblée, présentée comme étant une loi pour une vraie nationalisation d'EDF, toujours par le même député Philippe Brun, qui elle-même pose la question de son efficacité. En tout cas, plus largement, la question c'est, on a eu cette affaire, l'affaire EDF, mais avant on en avait eu d'autres, l'affaire Alstom notamment, et bien d'autres encore, et à chaque fois des fermetures d'usines, de groupes étrangers qui pillent notre industrie. La France ne comprend toujours pas finalement que nous sommes en ce moment dans une guerre économique. Alors, le réveil souverainiste est-il possible chez nos politiques ? Eh bien, c'est la question qui se pose et que l'on pose à nos deux invités. Bonjour Jacques Sapir. Alors, nous sommes normalement au téléphone avec Jacques Sapir, économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de Le grand retour de la planification aux éditions Jean-Cyril Godefroy, du livre de la démondialisation aux éditions du Seuil et Pour le protectionnisme aux éditions Que sais-je, collection Que sais-je, édition PUF. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour. Et nous sommes également avec Laurent Izard. Bonjour Laurent Izard. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes normalien, agrégé de l'Université en économie et gestion, auteur de ces deux livres, La France vendue à la découpe, justement, aux éditions L'Artilleur, et À la sueur de ton front, quand la mondialisation crée souffrance, chômage et insécurité. Alors, je voudrais, juste avant de vous donner la parole à tous les deux, rappeler deux faits. Le 18 janvier dernier, la Direction générale des entreprises, la DGE, a publié son traditionnel rapport d'activité annuel qui permet d'établir le panorama des menaces qui pèsent sur le tissu industriel français. Eh bien, pour l'année 2022, on aura connu le nombre le plus élevé de menaces à l'encontre des entreprises stratégiques, avec 588 détections, soit plus que l'ensemble de l'année 2021. Voilà un triste record pour cette année-là. Et puis, le 7 février dernier, vous l'avez peut-être repéré, chers auditeurs, une tribune publiée au Figaro Vox, intitulée « Pour la souveraineté énergétique de la France, réformons le marché européen de l'électricité ou quittons-le », qui a été signée par 22 000 signataires, parmi lesquels Alexandre Jardin, Loïc Le Floch-Prigent, que nous avons reçu, Arnaud Montebourg et bien d'autres artisans et chefs d'entreprise. Elle dénonçait l'injustice dans laquelle le marché énergétique européen plongeait la France. Évidemment, on reparlera aussi de cette question du marché énergétique et d'EDF dont on a parlé en introduction. Alors voilà, pour commencer, Jacques Sapir, je vais me tourner vers vous. Concernant, on va dire, cette dernière affaire dans les difficultés à protéger la souveraineté française, c'est l'affaire EDF. Est-ce que vous êtes rassuré par le projet de loi, pour le moment, qui a été voté à l'Assemblée nationale pour une nationalisation, une vraie nationalisation, disent-ils, d'EDF ? Écoutez, la nationalisation n'est pas le problème, même si elle est très certainement nécessaire. La question n'est pas là. Le véritable problème, c'est effectivement le marché de l'énergie et les marchés de l'électricité. Alors, nous avons eu en France, après une longue bataille avec l'Union européenne, la signature d'un accord, l'ARENH, bien, mais malgré tout, nous restons dans cette logique de marché de l'électricité. On sait très bien que l'électricité peut très difficilement faire l'objet d'un marché. La seule chose qui peut faire l'objet d'un marché, c'est la distribution, parce que les coûts d'entrée, les investissements nécessaires pour construire des centrales, qu'elles soient nucléaires ou à gaz, ça importe peu, sont tout à fait gigantesques. Et donc, ce n'est que sur la distribution que se joue la question du marché. Et en voulant établir un marché de la distribution, eh bien, on a, d'une certaine manière, déséquilibré très profondément la structure du système énergétique français. Donc, soit
comme le disait justement cette tribune qui est parue dans Figaro Vox, Oui. soit on réforme complètement cette question, et là, effectivement, la nationalisation d'EDF pourra prendre un sens, soit on ne le fait pas, et dans ce cas-là, effectivement, ça reviendra à faire payer par le contribuable les coûts d'un marché qui, en réalité, va continuer à vivre sa vie. Alors, un autre élément d'ailleurs qui va dans votre sens, Jacques Sapir, nous recevions ici il y a quelques jours Guy de Lafortelle, éditeur financier et auteur de la lettre de l'investisseur sans costume. Il revenait sur cette annonce de nationalisation dans cette proposition de loi et expliquait en quoi finalement, en effet, c'était pas vraiment l'élément fort et que, au contraire, même cette nationalisation annoncée était peut-être finalement une perte de cotation, un retrait de cote. Et on perdrait finalement une certaine transparence sur les cessations d'activité d'EDF. Écoutez. Ce qui est en train de se faire, ce n'est pas une nationalisation, c'est un retrait de cote. Une nationalisation, c'est l'État qui prend le pouvoir. Excusez-moi, le pouvoir, il l'a déjà. En revanche, ce qui se passe effectivement, c'est qu'il y a une partie de capital flottant qui est coté en bourse. Vous pouviez acheter ou vendre une action EDF, vous le pouvez encore, mais ça n'a plus beaucoup d'intérêt, en bourse. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est un retrait de cote. C'est moins de transparence. Parce que quand on est coté en bourse, on a des obligations de publication, des obligations comptables, tout un tas de choses. Et d'ailleurs, le même Philippe Brun qui arrive en faisant des cocoricots il y a quelques mois nous expliquait que effectivement, le gouvernement qui est déjà en train de faire ce retrait de cote le faisait parce qu'en faisant ça, ça permettait d'avoir moins d'obligations légales de publicité, de publication des comptes et des décisions prises par l'entreprise, oui. Et qu'ils allaient pouvoir beaucoup plus facilement démembrer le groupe de manière tranquille. Voilà, à vous entendre finalement Jacques Sapir et à entendre Guy de Lafortelle, ce n'est pas cette nationalisation annoncée en grande pompe qui va protéger de nouveau EDF, en tout cas protéger la souveraineté, le marché français de l'énergie. Je me tourne vers vous, Laurent Izard. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je crois qu'il y a un autre élément à ajouter, c'est que indépendamment de la question du démantèlement d'EDF, du projet Hercule qui revient sur le devant de l'actualité sous un autre nom, une autre forme certainement, il y a quand même une question d'orientation stratégique et notamment la question de l'abandon du nucléaire. Moi, j'ai été extrêmement surpris en entendant certains extraits de la commission parlementaire actuellement qui entend les responsables de l'époque et on apprend notamment que la décision de basculer de 75% de mix nucléaire à 50% a été prise sans véritable étude d'impact, sans véritable étude d'énergie substitution. Et c'est terrible parce que ça veut dire qu'on prend une décision majeure qui engage la France sur des décennies, alors que finalement, on n'étudie pas les effets de cette décision. Oui, très intéressant. D'ailleurs, commission d'enquête qui a été demandée en premier par Olivier Marleix, qui est lui, qui a bien suivi l'affaire Alstom. On va y revenir évidemment parce que tout ça est lié. Il est 8h, on fait un rapide point sur les informations et on retourne vers Jacques Sapir et Laurent Izard juste après. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui. Non. La table ronde. Protectionnisme qui n'est pas encore de vigueur en France, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous sommes toujours avec Jacques Sapir, économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur du Le grand retour de la planification aux éditions Jean-Cyril Godefroy, La démondialisation aux éditions Le Seuil et Pour le protectionnisme aux éditions PUF. Et nous sommes avec Laurent Izard, normalien, agrégé de l'Université en économie et gestion, auteur de La France vendue à la découpe et puis dernièrement À la sueur de ton front quand la mondialisation crée souffrance, chômage et insécurité. On est en plein dans le sujet avec votre livre, aux éditions L'Artilleur, enfin plutôt celui du chômage, là c'était pour l'autre actualité. En tout cas, on parle ici de protectionnisme, notamment avec cette dernière affaire du démantèlement, alors sauvé ou pas sauvé par cette loi de Philippe Brun de nationalisation, mais c'est une affaire de plus. C'est ce que vous disiez, Laurent Izard, finalement, tout ça pose la question plus générale de la stratégie française et notamment au cœur de tout ça, l'abandon du nucléaire. Jacques Sapir, à ce sujet, j'imagine que vous êtes d'accord avec Laurent Izard.
il y a un vrai débat à avoir sur l'énergie. Maintenant, ce débat n'a pas eu lieu, en tous les cas, n'a pas eu lieu publiquement. Ça, c'est un premier problème. Et je suis aussi parfaitement d'accord. Les décisions d'investissement sont des décisions qui, d'abord, ne pourront s'appliquer que d'ici une dizaine d'années et qui engagent la structure du système sur 40 ou 50 ans. Regardez simplement la durée de vie des centrales nucléaires françaises qui ont été construites. Elles étaient prévues au départ pour une durée de vie entre 35 et 40 ans. Maintenant, on parle de les prolonger jusqu'à 70 ans. C'est probablement possible, mais à un coût qui sera élevé parce qu'il va falloir monter les dépenses d'entretien. Bref, on est parti sur des décisions qui engagent l'avenir sur une très longue période et effectivement, les conditions dans lesquelles ont été prises cette décision sont extrêmement discutables. Alors, par ailleurs, comment peut-on justement prendre de telles décisions alors que on ne connaît pas, on n'a aucune idée de comment vont évoluer les énergies renouvelables. On sait qu'un certain nombre d'entre elles sont en bout d'évolution technologique, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de nouvelles révolutions technologiques qui feraient de ces énergies renouvelables peut-être quelque chose de plus efficace. Bon, ça c'est un vrai problème. Et puis, il y a un autre problème, c'est aujourd'hui les discussions sur, la technologie du nucléaire. Et là, si vous voulez, une autre chose qu'il faut dire. Les gouvernements français ont pris dans l'arrêt du projet Astrid une décision. Alors le projet Astrid, c'est un projet qui visait justement à avoir une énergie nucléaire qui consommerait ses propres déchets. L'arrêt du projet Astrid est une décision d'une importance absolument énorme et qui pourrait avoir, je dirais, un impact tout à fait catastrophique sur notre souveraineté énergétique. On voit en fait toutes ces décisions qui ont été prises sans vraiment que les Français soient concertés et qui ont aujourd'hui en fait qui produisent aujourd'hui leurs effets. Et on voit qu'aujourd'hui, si on voudrait changer la donne, comme vous le dites, c'est des plans sur des années et des années. À ce sujet, je voudrais vous faire écouter un extrait de Jean-Bernard Lévy, l'ancien patron d'EDF. Il était au MEDEF et il disait ces 4 vérités au gouvernement. Écoutez. Là, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'exécution dans les chantiers. On a beaucoup de chantiers à gérer en parallèle. Et donc, d'une certaine manière, on manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées. Et on sait que, notamment, un soudeur, un tuyauteur, il faut 2 ou 3 ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées ? Eh bien, parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les 2 premières. Et on nous a dit, et d'ailleurs, ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit, préparez-vous à fermer les 12 suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, on fait quoi ? Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. Donc aujourd'hui, on a un problème de multiplication de ces chantiers. Les premiers chantiers se déroulent bien, mais on a eu l'occasion d'en parler avec Agnès Pannier-Runacher juste avant la pause du mois d'août. Évidemment, on va avoir un problème de concomitance de ces chantiers. Ces chantiers sont lourds, on va avoir besoin de centaines et de centaines de personnes très formées. On en fait venir de l'étranger, notamment des États-Unis, et ça va être difficile. Donc oui, on va essayer... On fera le maximum, on se mobilise au maximum pour éviter la panne. Non, nous n'avons pas de problème d'expertise. Voilà. Laurent Izard, on entend finalement les propos de Jean-Bernard Lévy et puis ceux de Jacques Sapir avant. Finalement, on a pris des décisions qui paraissent aujourd'hui très étonnantes, on va dire ça gentiment. Oui. On en paye les conséquences aujourd'hui. Oui, et puis je voudrais rajouter un élément, c'est qu'on a perdu une certaine indépendance. Vous parliez de la question et Jacques Sapir parlait de la question du prolongement du parc nucléaire français. Oui, mais seulement, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est devenu dépendant des Américains là-dessus. Parce que lorsque la décision a été prise de vendre Alstom, il faut savoir qu'on a remis entre les mains des Américains les turbines. Les turbines et un certain nombre aussi de compétences qui nous font défaut aujourd'hui. Alors, on est obligé aujourd'hui, effectivement, on a fait venir, pour entretenir le parc nucléaire, on a fait venir des spécialistes américains.
Et cette perte de compétences explique aussi le retard d'un certain nombre de projets, notamment le projet de Flamanville, etc. Donc, on a perdu une certaine indépendance énergétique sur ce point, et ça, c'est le résultat de décisions politiques. Oui, mais et en fait, si on prend ce paysage qu'on commence à décrire ensemble à partir d'EDF, mais en fait, l'idée est vraiment de prendre un petit peu de recul et d'essayer de comprendre ce qui se passe en France. On comprend bien, perte de compétences, mauvaise stratégie depuis une trentaine d'années au moins sur ces questions, je veux dire, cruciales, régaliennes presque, hein, que sont l'énergie et puis d'autres. En fait, on s'est complètement laissé berner. Alors, est-ce que c'est la politique européenne qui nous a poussé à mener ce genre de stratégie ou d'anti-stratégie? Est-ce que ce sont des influences étrangères? Jacques Sapir, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a vraiment plusieurs facteurs. Il n'y a pas un seul facteur qui explique cette situation. Je voudrais ici attirer l'attention sur un facteur extrêmement important. C'est tout simplement la fin de la planification en France. En réalité, la construction du parc de centrales nucléaires a connu, si vous voulez, en 1973 et début 1974, une accélération extrêmement importante, mais cela s'inscrivait aussi dans une réflexion qui venait du Comité général à la planification. Bon, en fait, la planification française, elle est morte de fait dans les années 90, même fin des années 80, même si le CGP a été supprimé en 2006. Et ça, si vous voulez, ça a privé les différents gouvernements d'une boussole absolument indispensable quand il s'agit de regarder le long terme. Après, effectivement, il y a beaucoup de clientélisme politique. Moi, je l'appelle comme cela. Par exemple, par rapport aux Verts, vous savez, à Europe Écologie Les Verts, ça a été très clair, par exemple, dans les décisions qui ont été prises sous le mandat de François Hollande. Il y a aussi cette idée que la mondialisation, c'est un grand marché dans lequel les acteurs ne peuvent pas avoir, si vous voulez, d'intérêt délibéré de faire du mal à notre pays. Ben voyons. Ouais. Et là, effectivement, on accepte de se mettre dans la dépendance de toute une série d'acteurs, et en particulier des acteurs américains. Oui. Le problème qui là aussi normalement devrait relever d'un comité général à la planification, c'est cette idée de défendre des compétences stratégiques dans l'emploi en France. Autrement dit, il faudrait avoir une certaine vision du nombre d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers extrêmement professionnels qui sont capables de faire un certain type de choses, et le problème auquel EDF a été confronté cet été, au début de cet automne, avec cet arrêt pour réparation ou tout simplement entretien de toute une série de centrales, c'est un problème qui est très bien connu, si vous voulez, dans l'industrie et même dans la science économique. Ça s'appelle l'obsolescence en bloc dans une infrastructure, quand du fait que les investissements ont été concentrés sur un certain nombre d'années, eh bien, ces infrastructures arrivent à leur obsolescence, ou disons arrivent à une période d'entretien ensemble. Bon, tout ceci était parfaitement prévisible. Si vous voulez, on pouvait le décrire une feuille à la main en 2005-2010, de dire, ben voilà, d'ici 10 ans, nous aurons ce type de problème. Et à partir de là, il fallait se dire, ben, pour régler ce problème, il faudra que nous ayons un certain nombre d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers extrêmement professionnels pour pouvoir le faire. Bon, là aussi, il y a un manque d'anticipation absolument dramatique, et ce manque d'anticipation, je vous le dis, c'est aussi une perte de compétences, cette fois-ci administrative, au sein du ministère. Oui, donc perte de compétences administratives, vous l'avez dit aussi, clientélisme politique, il faut retenir aussi cet élément-là que vous avez évoqué, je voudrais qu'on y revienne. Les effets de la mondialisation, vous en parlez beaucoup, Laurent Izard, des effets de la mondialisation.
j'ai l'impression que la France est toujours le parent pauvre de la mondialisation. Celui qui ne sait pas qu'il faut sortir les griffes et que, en effet, le vaste marché qu'on nous propose est finalement une nouvelle forme de guerre qu'on peut appeler guerre économique. Les Américains l'ont parfaitement compris. Je pense qu'on ne va pas ici démontrer qu'on n'a pas à le démontrer. On peut rappeler le Cloud Act, notamment, qui permet aux Américains d'appliquer leur propre juridiction dès qu'il y a une signature en dollars, etc. Et puis, dernièrement, on le voit avec la loi IRA, par exemple, sur le protectionnisme pour les voitures écologiques. Enfin, moi, je vais faire ça simple. Donc, toutes ces idées-là montrent qu'il y en a qui connaissent les règles pour se protéger et pour faire marcher leurs intérêts dans ce vaste marché mondial, mais pas la France. La France, on est toujours un petit peu en retrait parce qu'on est souvent les bons élèves de la classe en matière de respect des règles internationales. Et vous citez l'exemple de l'Inflation Reduction Act. Effectivement, les États-Unis se sont affranchis des règles qu'ils imposent aux autres avec cet acte. Alors, expliquons un tout petit peu aux auditeurs. Donc, en fait, ils font une forme de privilège et de protection des productions américaines. Je vais vous prendre un exemple très concret pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien. Un des éléments de cet acte, c'est le fait que les voitures américaines électriques qui sont fabriquées aux États-Unis bénéficieront d'un crédit d'impôt de $7 500, alors qu'une voiture électrique fabriquée en Europe et vendue aux États-Unis n'en bénéficiera pas. Voilà. Le choix du consommateur sera effectivement vite fait. C'est un élément parmi d'autres. Et puis des entreprises qui auront peut-être intérêt à délocaliser. Et puis, absolument. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains ont tout à fait bonne conscience là-dessus. Ils sont persuadés que pour la première fois, ils respectent un petit peu certaines règles en matière écologique, mais ils ne se soucient pas des externalités, évidemment, pour leurs partenaires économiques. Et ça se comprend tout à fait parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes dans une logique de guerre économique. Et la guerre économique, ce n'est pas une saine compétition économique. Elle en diffère, si vous voulez, par à la fois ses finalités et puis ses moyens. Finalité parce que l'objectif, c'est d'asservir l'autre, c'est de le dominer d'une façon durable. Et par les moyens... On l'a vu avec l'affaire Alstom, par exemple. Par exemple, mais aussi les moyens utilisés sont différents. Ils sont souvent déloyaux, ils ne respectent pas les réglementations internationales. Et pour répondre à votre question, nous, là-dessus, on est toujours en retrait. On a toujours un temps de retard pour réagir face à ces actions. Voilà. Oui. Jacques Sapir, à ce sujet, dans le thème de cette guerre économique que nous ne maîtrisons pas visiblement en France. Oui, tout à fait. Mais et c'est d'autant plus étrange que nous en avons largement écrit les règles. Si vous voulez, il faut toujours se souvenir que la mondialisation, en particulier la mondialisation financière, c'est le produit de cerveaux français. Grosso modo, ce sont les inspecteurs des finances qui ont décidé ou qui ont inventé cette idée de grande libéralisation financière qui a, d'une certaine manière, je dirais, précédé la globalisation économique telle qu'on l'a connue dans les années 90 et les années 2000. Donc, le problème intellectuel en France va beaucoup plus loin, me semble-t-il, que simplement le fait de dire que oui, nous avons un temps de retard, nous avons du mal à comprendre que c'est parce que c'est parce que il y a des gens extrêmement influents en France qui ont été à l'origine, d'une certaine manière, du projet, que, d'une certaine manière, nous avons énormément de mal intellectuellement à dire ce projet est malsain, il faut changer de projet et il faut donc redonner à la France ses capacités de souveraineté et donc de prendre des mesures qui ne soient pas nécessairement amicales avec d'autres pays. Donc ça, si vous voulez, c'est une question qui est fondamentale dans la construction intellectuelle du problème en France. Oui, mais alors je voudrais qu'on comprenne bien justement ce que vous nous dites. C'est que finalement, alors de qui parlez-vous quand vous dites, en gros, nous avons des intellectuels qui ont pensé avant les autres ce grand projet donc de la mondialisation, du marché global, et qui aujourd'hui peut-être ne veulent pas tout simplement qu'on revienne en arrière ou qu'on mette au moins des freins à cette forme de projet. C'est le corps des inspecteurs des finances.
c'est le corps des inspecteurs des finances. Ces inspecteurs des finances qui, après, d'une certaine manière, avoir sévi à Bercy, se sont pour certains recasés dans de grandes entreprises nationalisées qu'ils ont privatisées par la suite. Et il y a un problème qui est un problème constant en France depuis pratiquement 50 ans, et qui est le fait que disons, il y a des cerveaux, il y a des gens au sein du ministère des Finances qui considèrent qu'ils ont mieux compris que les autres les évolutions du monde et qui, d'une certaine manière, cherchent à mener un projet. Alors, je dis, c'est pas du complotisme. C'est d'ailleurs extrêmement public. Rappelez-vous Marjolin ou Wormser, là je vous parle de choses qui se sont passées dans les années 60, qui étaient déjà sorties publiquement sur cette question-là, qui s'étaient fait taper sur les doigts par le général de Gaulle, parce que ce dernier disait « il n'en est pas question ». Bon, mais dès que le général de Gaulle est parti, dès que Georges Pompidou est parti, après la mort de Georges Pompidou et après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, nous avons eu une espèce de triomphe de l'inspection générale des finances, et cette inspection générale des finances, elle a une interprétation de ce que doit être la politique française. Et cette interprétation est effectivement de faire que la France soit le moteur de la mondialisation, et évidemment, ça les empêche de comprendre ou de concevoir tout simplement le fait que la mondialisation n'est qu'un des noms de la guerre économique que mènent les États-Unis. Oui, et que la mondialisation n'est pas toujours heureuse, contrairement à ce que dit Alain Minc. Alors, Laurent Izard. Oui, juste un élément. Tout ça s'inscrit aussi dans un processus assumé depuis une quarantaine d'années de désindustrialisation de notre pays. Depuis 40 ans, ça veut dire qu'à gauche comme à droite, on a finalement accepté ce processus de désindustrialisation. Les politiques portent une part de responsabilité, mais ce que je voudrais dire, c'est que les économistes aussi. Parce que beaucoup d'économistes, il y a encore 10 ans, 20 ans, 25 ans, prônaient la désindustrialisation de la France, partant de l'idée que de toute façon c'était perdu et qu'on allait basculer dans une économie principalement tertiaire, de services. Voilà. Moi j'ai le souvenir encore d'un article qui a été publié par une brillante économiste que je ne citerai pas en 2011 et qui s'intitulait « Vive la désindustrialisation, la France perd ses usines, et tant mieux ». Voilà. Alors ce processus, finalement, il nous fait perdre notre souveraineté et il nous fait finalement beaucoup de mal parce que on voit ce que ça donne pour notre balance commerciale qui connaît aujourd'hui un déficit abyssal. Voilà. Et on a perdu beaucoup d'emplois aussi. Donc dans ce processus de mondialisation, on part perdant. Et on accuse souvent l'Europe. Alors l'Europe porte aussi, je pense, une part de responsabilité. Mais la France a subi un décrochage industriel par rapport aux autres pays européens. On est aujourd'hui le pays le plus désindustrialisé d'Europe avec la Grèce, 9% du PIB. Alors qu'en Allemagne, dans les pays du Nord, mais aussi en Italie et même en Espagne, eh bien, l'industrie occupe une place beaucoup plus importante que chez nous dans le PIB. Oui, en fait, ce que vous dites, c'est il est peut-être un petit peu facile d'accuser les autres, l'Europe, les Américains, qui jouent leur partie, finalement, mais tout le monde joue sa partie. Le clientélisme politique, on connaît les intérêts allemands, notamment dans la dénationalisation, enfin le démantèlement d'EDF. Donc tout ça, on le comprend de leur côté, mais nous, on devrait derrière pouvoir protéger nos propres intérêts. Et ça, visiblement, depuis une quarantaine d'années, on n'a plus la figure politique qui bloque qui fait bloc en fait autour de ces différents prédateurs. Et ce que vous nous dites, Jacques Sapir également, c'est que vous parlez du corps des inspecteurs des finances, mais si on avait devant ce corps un politique, justement une figure, vous parliez de Charles de Gaulle, Pompidou, on pouvait encore défendre ces intérêts-là. Donc aujourd'hui, finalement, le vrai problème dans ce que vous êtes en train de nous dire tous les deux, c'est qu'on n'a plus de politique, de vraie politique. Jacques Sapir. Tout à fait. Oui. Mais il y a un autre problème. C'est effectivement un problème, mais il y a derrière un autre problème qui se pose. Admettons qu'aujourd'hui qu'arrive au pouvoir un politique ou une politique qui ait justement cette conscience de l'importance de la souveraineté, de l'importance de reconstruire l'industrie. Bref. Quels seront ses conseillers ?
Si vous voulez, il faut poser ce problème. Qui seront ces conseillers ? Et ces conseillers, malheureusement... Jacques Sapir, Laurent Isard. Voilà, risquent de venir très largement de ces milieux qui sont des milieux qui, depuis 30 ou 40 ans, d'une certaine manière, pensent le déclin industriel de la France. Donc, on voit bien que là, la question, si vous voulez, d'une politique de souveraineté économique et d'une politique de réindustrialisation, ça va beaucoup plus loin qu'un choix de femme ou d'homme, même si ce choix est important, je ne le nie pas. Il va falloir reconstruire littéralement une élite qui puisse prendre de bonnes décisions. Est-ce que Jacques Sapir, Laurent Isard, vous participerez vous le faites déjà finalement, mais pourquoi pas à une nouvelle forme d'école de cette future élite? Eh bien, c'est ce que nous pouvons espérer, nous en tout cas. Merci encore Laurent Isard. Cette table ronde est trop courte malheureusement, pour absolument passionnante, pour parler de ce protectionnisme. Laurent Isard, je rappelle le titre de votre dernier livre, À la sueur de ton front, quand la mondialisation crée souffrance, chômage et insécurité, aux éditions L'Artilleur. Et merci à vous Jacques Sapir. Je vais citer votre livre Pour le protectionnisme, collection Que sais-je, aux éditions PUF. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.